Bonjour, bonne année. Euh, J'ai encore changé de fond. Je trouve la luminosité meilleure ici. On fait avec, ok. Je sais pas du tout comment j'ai appelé cette vidéo, genre top 10 de mes meilleurs livres lus en 2024. Les meilleurs livres que j'ai lus en 2024. Mon top 10 de 2024. Est-ce que c'est vraiment un top? Est-ce que je fais vraiment un top? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que j'avais pas mis comme j'aurais. Bref, je ne sais pas. En tout cas, on va dire 10 lectures qui m'ont marqué en 2024. Bref, lisez ces livres. Il y aura pas mal de VO pour des raisons de budget. Je trouve ça. Enfin. Parce que parfois j'ai du mal à attendre que les trucs sortent en français, et puis parfois les maisons d'édition françaises, bon. Et aussi parce que vous savez très bien que ça coûte plus cher en France qu'en littérature VO. Enfin. Les éditions françaises coûtent plus cher que les éditions originales, on va dire. Donc voilà, il y en aura pas mal. Je suis désolée. Mais. Si besoin, je noterai ces choses existent-elles en français? Oui, non. On faillit faire la vidéo. C'est pas du tout français. On faillit entrer dans ce top 10. Il y a Bitterthorn, qui est une réécriture du. Pourquoi j'ai des ciseaux? Bitterthorn, qui est une réécriture de La Belle et la Bête version saphique, que j'ai bien aimé, même si je trouvais que l'histoire autour de pourquoi était peut-être un peu voilà, donc c'est pour ça que ce roman ne fait pas le top 10 de cette année. Il y a aussi The Crucible d'Arthur Miller, en français les sorcières de Salem. C'est une pièce de théâtre du coup qui utilise le thème de la chasse aux sorcières à Salem pour dénoncer la chasse au communisme, le macartisme aux États-Unis, que en fait j'ai bien aimé, mais pas assez, vous rendez-vous compte, pour faire le top 10. Vous voyez, c'était très bien, hein, j'ai adoré, je l'ai lu très vite, j'ai été énervée, genre ça m'a procuré énormément d'émotions, mais. Et en troisième, il y a La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, que j'ai beaucoup aimé sur les thèmes des femmes, de leur place, Enfin, j'ai beaucoup aimé les critiques genre religieuses et tout qu'il y avait dans le livre. Vraiment, c'était très bien. Sauf que le personnage d'Armand m'a saoulée. Du coup, La Dame aux camélias n'entre pas dans le top 10. Et pour être honnête, il n'y a pas de classique dans ce top 10. J'en ai pas lu tellement l'année dernière en fait. Hein. Donc, enfin, voilà. C'est parti. Alors, c'est un top 10. Est-ce que je le mets dans le top et je pense que je vais échanger de trucs? Oui, allez, c'est parti. En 10e, il y a Belladonna, que j'ai lu en VO, mais qui existe en VF, j'en suis certaine. Il fait la 10e place parce que finalement, ben, je sais pas comment vous expliquer, j'ai adoré ma lecture, vraiment. Genre le twist m'a eu, j'ai adoré, mais en fait, j'ai absolument pas du tout envie de lire le tome 2. C'est qu'il y a quand même un problème quelque part, dans le sens où, ben, si j'avais vraiment aimé et au point d'être un top 5 quoi, ben j'aurais sauté sur le tome 2, mais là, ok. Genre je sais pas si je pense que le concept peut pas aller plus loin, j'en sais rien. Mais ça sera quand même la 10e place. En 9e place, il y a The Watchers. Alors à chaque fois je vais jamais dire les noms des auteurs parce que j'ai peur d'avoir oublié la moitié et de mal le dire, donc je ne dirai pas les noms des auteurs. Excusez-moi, mais vous pourrez les lire. The Watchers, qui compte, qui doit exister en français. Je crois qu'il existe en français. Donc c'est l'histoire de Mina qui se rend dans une petite, qui va faire un petit road trip en gros en Irlande et qui se perd dans une forêt. Genre sa voiture s'éteint, elle se perd dans une forêt. Et en fait, il y a des créatures dans la forêt et elle se fait secourir par des gens qui vivent dans une cabane. Et en fait, ils sont obligés d'avoir la lumière allumée en permanence. Et une fois qu'il fait nuit, il faut être dans la cabane, la lumière allumée et être devant un miroir, mais avec juste un seul côté, un miroir sans teint, vous voyez, comme genre à la police là. Et du coup, eux peuvent les voir, mais eux ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et tout le truc, c'est qui est-ce qui est dehors, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, tout ça. Je l'ai lu après avoir vu le film qui est sorti cette année et en fait c'est horrible à dire, je crois que j'ai préféré le film.
C'est pour ça que genre j'ai bien aimé le livre, mais j'ai préféré le film. Il y a un tome 2, je me tâte à le lire, puisque en fait ça ouvre sur des perspectives, la fin est ouverte. En fait c'est une fin fermée dans le sens où vous pouvez vous arrêter là, mais il y a des portes qui sont ouvertes et si vous avez envie de pousser ces portes, vous pouvez lire le 2e tome. Et en fait il y a un personnage qui m'intéresse énormément à la fin, que j'aimerais bien retrouver, mais je suis pas sûre d'aimer, je sais pas. Bref, on verra l'année prochaine. Enfin l'année prochaine non, bah cette année du coup. Ah, il faut que je m'y mette à la page. En 8ème position, il y a le tome 2 de Poison Ivy bref, chez Urban Comics. C'est coloré, c'est queer, c'est drôle, c'est engagé. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de dire plus. C'est juste que j'ai préféré ce qu'il y a au-dessus, c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut, mais le tome 3, je l'ai eu à Noël, le tome 4 sort le 17 janvier, donc je vais terminer cette série, et c'est une série que je pense que je ne vendrai pas, qui restera sur mon étagère jusqu'à la fin des temps. Mais non, vraiment c'est une série qui est incroyable si vraiment vous... Il n'y a pas besoin d'avoir trop de background sur les autres comics, juste il faut savoir. En fait, avant d'entrer dans le cœur du récit, il y a un recap de tout ce qui s'est passé chez Ivy pour qu'elle en arrive à la situation au début du tome 1. Donc si vous n'avez pas suivi certains trucs, c'est pas très grave, vous pouvez commencer directement là. Voilà. Alors c'est là où je vais changer, je pense, de place, puisque je me suis rendu compte qu'il y a un truc que je préférais une fois que j'ai lu le top. Donc à la 7ème place, il y a Given Our History, qui est une romance Light Academia, je pense vraiment. Donc c'est une romance universitaire entre comment on pourrait dire ça sans... parce qu'ils ont mis un truc, mais en gros genre une prof à la fac, mais genre pas très élevée dans les grades, et un professeur en visite, et en fait ils se connaissent depuis qu'ils sont ados, puisqu'ils ont fait un camp de vacances tous les ans ensemble. Et en fait c'est un peu une second chance story, mais pas trop, dans le sens c'était vraiment trop un connard, mais elle le reprend. C'était vraiment pas du tout ça. Je l'ai lu en un seul sitting, genre je me suis assise dans mon lit, j'ai dit maintenant je te lis, je te finis. J'ai beaucoup dans cette vidéo, il faut vraiment que je perde ce tic de nouveau en 2025, je pense que c'est parce que je ne filme pas assez. Et j'ai trouvé que tout le côté genre comment la relation évolue était vraiment bien, les rappels de certaines choses qu'ils ont vécues étaient trop bien, mais en fait je sais pas du tout si c'est parce que ils sont historiens, que c'est genre aussi ce que je fais, et que je I wish this happened to me, vraiment. Oula, c'était pas anglais. Bref, I wish this could happen to me. Et voilà, c'est peut-être en fait parce que je me projetais trop dans le livre que je l'ai autant aimé, ce qui est très fort probable. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis si bas, dans le sens où il fallait que je revienne dessus pour me rendre compte que c'était peut-être pas forcément aussi bien que ce que je croyais. J'avais dit qu'il n'y avait pas de classique. Turns out il y en a un, je l'ai oublié. En 6ème place, ça va faire grincer des dents, je pense. En 6ème place, il y a le Hobbit de Tolkien. Il est si bas. Je sais, il est si bas. Plusieurs explications. Premièrement, je pense que, entre guillemets, je connaissais assez bien ce qui se passait. J'ai vu les films, même s'ils sont pas incroyables, on est d'accord. Donc il n'y a rien qui s'est vraiment passé auquel je m'attendais pas, parce que c'est ça que c'est français ce que je viens de dire. Mais il y a ça, il y a le fait que je l'ai lu au travail, parce que je travaille au musée, on a le droit de lire. J'ai promené des livres au cas où il n'y avait personne, et en fait j'ai lu, peut-être pas dans l'environnement le meilleur pour lire un livre de Tolkien, on est d'accord, j'aurais dû avoir mon plaid et mon petit latte aux épices, voilà, c'est la vérité. On était au mois d'août, il faisait super chaud, il n'y avait pas de clim, voilà. C'était peut-être pas les meilleures dispositions pour lire le Hobbit. Il y a peut-être aussi le fait que j'ai toujours du mal, depuis que toujours, j'ai toujours eu énormément de mal à accrocher autant aux hobbits qu'aux autres espèces de la Terre du Milieu. Donc il y a probablement de ça. Mais en soi c'était genre c'est l'Hobbit quoi. mais ça mérite pas un top 5 pour mon année quoi. Voilà, d'après moi. Nous entrons donc dans le top 5 et c'est là que j'ai changé de nouveau un autre truc. En 5ème place, il y a The No Show, qui est une romance
à plusieurs points de vue qui raconte... en fait, il y a 3 femmes, Siobhan, Jane et Miranda, qui se font poser un lapin par le même mec le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Les prémices sont là. Mais en fait, il y a énormément de nœuds dans l'histoire et au fur et à mesure, on tire et tout se... et c'est une ligne droite. J'ai beaucoup aimé les points... En général, je n'aime pas quand il y a 50 points de vue, je l'ai déjà dit 50 fois. Mais là, c'était vraiment très bien fait. Elles sont toutes attachantes les 3. Siobhan est exubérante, Miranda est un peu plus terre à terre et Jane est trop relatable. Voilà, c'est les mots qu'il faut utiliser. Alors c'est une romance qui est assez longue, mais ça se lit assez vite. Moi je l'ai lu à l'aéroport. Je crois que en attendant mon vol plus le vol pour aller à Londres, ben j'avais déjà lu 50% du bouquin. Voilà. Je me suis intéressée à l'autrice Beth O'Leary parce que j'ai regardé À moi le jour, à toi la nuit, bref, de Fletcher sur Max. Et j'ai vu qu'elle faisait plein de romances un peu sympas comme ça, donc je me suis dit, allez, prends celui-là, ça a l'air d'être un gros con le gars, ça va te plaire. Et voilà. Donc celui-là, je vous le recommande vraiment si vous aimez les romances. Par contre, je crois que celui-là n'existe pas en français, donc on est... Voilà, j'espère, je crois que de Fletcher a été traduit. Il y a un autre truc avec un cottage là qui a été traduit, mais j'aimerais bien que les gens traduisent The No Show s'il vous plaît pour que vous puissiez tous en profiter. En 4ème place, un truc français, franco-français, genre vraiment écrit en français de base. Ça se passe à Paris, c'est une uchronie fantasy slash un truc un peu steampunkish. C'est le tome 1 du Paris des Merveilles, Les Enchantements de Rambre-Mer. Voilà, que j'ai lu à Paris un peu. J'essaie de mettre dans les ambiances lecture, voyez-vous. Je trouvais que le lore était bien, le world building était vachement sympa. On apprend beaucoup de choses sur Paris, c'est vraiment un guide Paris, mais un peu différent. Il y a un chat qui parle, J'aurais dû commencer par le chat parle. Même s'il n'aimerait pas qu'on dise que c'est un chat. Mais, alors s'il y a un petit moment où on est un peu perdu dans l'action, en mode, c'est qui lui encore? C'est vrai que bon. Mais en vrai, c'est une enquête à Paris, avec des gens qui ont des espèces de surnaturalisme, pouvoir supernaturel. Disons que je voulais trop les acheter de base parce que j'avais vu les couvertures qui étaient magnifiques. Et vraiment, l'habit fait le moine. On juge le livre à la couverture et on le juge bien. Je crois que c'est le seul livre français qui a fait le top 10 cette année, pour vous dire. Mais... voilà, j'ai très hâte de lire le tome 2, mais je sais que j'ai pas envie de les binger, parce que j'aurais pu lire 1, 2, 3 dans les nouvelles éditions Brajlon, très belles, mais je n'ai pas envie de rush ma lecture pour ça. Je pense que c'est un livre qui a besoin, c'est une trilogie, un univers qui a besoin qu'on prenne le temps pour la lire. C'est... je sais pas, ça se binge pas en fait. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai aimé. Et j'ai aimé, voilà, donc il a fait le top 5, c'est le 4ème de cette année. En 3ème, et je pense que ça va faire aussi grincer des dents parce que j'ai vu que les avis étaient excessivement mitigés sur les plateformes. C'est Year of the Reaper, qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais en fait j'étais sur Vinted et je cherchais des livres édition Fairyloot genre abordables, et il y a eu lui. Il est beau, il est vraiment très beau. Et je me suis dit, ah ouais, oh la couverture est incroyable, donc je vais l'acheter. Donc je l'ai acheté. En fait, ça parle d'un gars qui s'appelle Cassia, qui est parti à la guerre il y a quelques années, et que tout le monde pense mort, puisqu'il y a eu la guerre, la peste, le machin, bref, voilà. Et en fait, il est revenu de la guerre avec la capacité de voir les morts. Et quand il revient dans son château, il se rend compte que le roi habite maintenant dans son château, puisque c'est un des seuls endroits où la peste n'a pas frappé, et il a épousé la fille du roi ennemi. Et il y a tout un complot sur la fille du roi ennemi, l'enfant qu'ils ont ensemble, et en fait c'est à Cassia de démêler les choses là. Il y a un love interest qui est historienne, voilà.
Et surtout, le fond, c'est la peste, et moi j'adore la peste. Voilà. Alors, je sais que l'autrice aime beaucoup la peste, et c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre, et du coup, je me suis dit, trop bien. Même si c'est pas vraiment genre l'intrigue principale, la peste reste en fond. Et enfin, genre la peste, moi ça m'a fait toujours peur quand j'étais petite, et du coup j'ai développé une espèce de fascination malsaine pour la peste. Voilà, c'est dès qu'il y a un truc sur la peste, il faut que je le lise. Je n'ai pas lu La Peste de Albert Camus. Peut-être je devrais, mais j'aime pas trop la plume d'Albert Camus. Voilà, genre, spoiler alert, j'ai énormément de mal avec ce genre de roman du XXe siècle. Voilà. Du coup, pour moi, Year of the Reaper, ça fonctionne sur l'intrigue, sur genre Cassia. Comment vous dire? C'est le book boyfriend que tout le monde devrait book boyfriender. Parce que le gars n'a aucun red flag. Genre, il est parfois un peu ambivalent, genre il y a de la profondeur au personnage sans qu'il n'ait de red flag, et ça j'apprécie. Voilà. La romance fonctionne très bien, vraiment. Ils se rencontrent d'une manière un peu originale pour le coup, genre j'avais jamais lu un truc comme ça, et en plus si genre sur cette rencontre, genre il y a genre une espèce de lore personnel entre les deux qui se crée, j'adore. Voilà. Alors c'est pas le world building le plus développé, genre sur les royaumes, les machins et tout, mais moi, franchement, pour un tome unique, ça me convient. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. La deuxième place cette année est attribuée à The Last Witch of Scotland, donc qui, tout comme j'ai pas dit Year of the Reaper, je crois qu'il n'existe pas du tout en VF, qui vient à peine de sortir il y a pas très longtemps, donc je pense que la VF pourrait arriver un jour, mais pas demain quoi. Ça raconte l'histoire de... J'ai oublié comment elle s'appelle. Non mais la honte quoi, j'ai oublié comment elle s'appelle, alors que le livre je l'ai lu il y a pas longtemps. Bref, d'une jeune fille et de sa mère qui, après la mort du père en Écosse au XVIIIe siècle, partent vivre quelque part vraiment bien profond dans les Highlands, et il y a un nouveau... comment dire en français, bref, le nouveau mec qui s'occupe de l'église est excessivement méfiant envers les sorcières, c'est-à-dire méfiant envers les femmes qu'il prend pour des sorcières, voilà. Et il a décidé de mettre sa petite cible sur le dos de ces deux femmes-là. Ça raconte l'histoire... J'ai oublié de dire un truc important, c'est que c'est une histoire croisée avec une troupe d'artistes itinérants, et du coup leur histoire se croise. Il y a de la romance entre évidemment le chef de ces artistes itinérants et la jeune fille. Je mettrai les noms je pense en dessous parce que j'ai complètement zappé. Et on se retrouve avec un trope de found family que je n'ai jamais vu aussi bien exécuté dans un roman historique. Je crois que je n'en avais déjà jamais vu dans un roman historique, mais alors aussi bien exécuté tout court, honnêtement. C'est-à-dire que dès le premier chapitre où cette troupe est introduite, présentée, eh bien, on sent vraiment les liens très forts qui les unissent. C'est quoi le... Bref, les liens très forts qu'il y a entre eux. Et c'est appréciable dès le début, vraiment. C'est un roman historique qui s'inspire du dernier procès des sorcières vraiment qui a eu lieu en Écosse, puisque en fait on sait absolument pas grand chose à propos de ce qui s'est passé pour ce procès, genre il n'y a aucune archive qui reste de ce procès, donc l'auteur a pu genre vraiment créer à partir de rien. Et du coup j'aimerais préciser à la personne, si elle voit cette vidéo, qui a dit c'est quand même bien romancé, c'est pas vraiment trop ce qui s'est passé en vrai, que c'est le principe d'un roman historique en fait, sinon tu lis un livre d'histoire, voilà. Bref, ça aurait pu mériter la première place, mais franchement l'épilogue n'était pas incroyable. Et la première place, la médaille d'or olympique, est attribuée à Morgan is my name, qui est une réécriture du point de vue de Morgan de la légende arthurienne. Est-ce que j'ai une seule chose à reprocher à ce livre? Absolument pas. Je viens de me cogner le genou, bordel, ça fait trop mal.
Donc je disais, est-ce que j'ai un seul point négatif à reprocher à ce livre? Absolument pas. Ma seule critique, c'est que le tome 2 est sorti uniquement hardback et je n'ai pas le hardback du tome 1, donc je dois attendre que le hardback sorte, que la version 2 sorte en softcover. Ou alors j'achète le 1 en hard, bref. Et alors, je vais quand même trouver que récemment, et j'en ai plein des réécritures mythologiques et compagnie, donc j'ai très peur, mais qu'on est quand même toujours en train de... Genre, pour avoir de l'empathie pour les personnages féminins, on a besoin de les victimiser à mort, d'en faire des grosses victimes, pour qu'on puisse avoir de l'empathie pour ces personnes. Et en fait, Sophie Kitsch arrive à, sans qu'on ait besoin de pleurer Morgane toutes les 4 pages, à en faire un personnage auquel on arrive assez bien à s'identifier et pour lequel on arrive du coup à avoir de l'empathie sans avoir besoin de lui faire vivre toutes les misères du monde. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a quelques-unes entre le beau-père complètement cinglé qui ne rêve que du pouvoir, tout ça parce qu'on lui a dit qu'avec la mère de Morgane il aurait un fils qui régnerait sur le machin, enfin bref. Et qui utilise honnêtement des moyens qui sont pas très légaux, dans le sens pas très consentants, voilà, pour arriver à ses fins. Mais pas sur Morgane, sur sa mère. Mais entre ça, le mari de Morgane qui devient un gros connard. Cette vidéo va se faire striker. Un gros connard au fur et à mesure que leur relation avance, qui préfère la je sais pas trop quoi du village à Morgane, enfin bref. Alors je pense qu'on peut coller ça dans fantasy historique, même si pour l'instant les éléments fantasy, il y en a pas de ouf, à part Merlin, Morgane, la dame du lac, toutes ces conneries là. Mais il n'y a pas trop de magie et de trucs comme ça pour l'instant. Il y a des soupçons qui se posent comme ça là, mais rien pour l'instant qui soit vraiment d'une vibe, c'est pas genre c'est pas The Wheel of Time quoi. C'est un roman qui s'étend de la toute naissance de Morgane jusqu'à l'avènement d'Arthur, donc on est quand même sur du très long. Elle a pris un peu à la fin le tournant Dark Side, un peu... Du coup, on s'attend bien à ce que le tome 2 soit vraiment Dark Morgane en perspective. Celui-là s'appelle Morgane is my name, le deuxième s'appelle Le Fait. Donc, je pense qu'elle assume enfin qui elle est et ce qu'elle a envie d'avoir et ses volontés propres. Donc je suis très excitée à l'idée de lire ce livre. J'ai failli l'acheter. Hein. J'ai failli l'acheter quand j'étais à Londres là en octobre. J'ai vraiment failli l'acheter et j'étais là. Non, tu ne peux pas parce qu'il ne va pas avec le premier que tu as. J'ai quand même des considérations esthétiques dans l'histoire. Hein. On va pas. Ouais, non, je vais peut-être acheter vraiment le 1 en hardback pour pouvoir avoir le 2 avant que... Je crois que le 2 sort en mai en softcover, donc je devrais peut-être pouvoir attendre jusqu'à là, parce que de toute façon j'ai un planning de lecture ultra chargé jusqu'en juillet, donc voilà. C'était donc mon top 10 de l'année. Je sais, il y a beaucoup de VO, je répète, mais mettez-vous à lire en anglais. Franchement, prenez une bonne résolution en 2025, mettez-vous à lire en anglais, vous lirez plus. Et vous lirez pour moins cher, voilà. Du coup, si vous lisez plus, est-ce que franchement vous dépenserez moins d'argent parce que vous serez amené à acheter plus de livres? Je ne sais pas. Il ne me reste que à vous inciter, à vous abonner, à prier pour mon genou que je viens d'éclater contre la table et à vous dire bien évidemment later skaters.